Sympa. Et lumineux en plus. Ouais, j'aime bien. La dernière fois, tu as clôturé un épisode marathon et en plus sans aucune explication. Et puis, tu te foutrais pas un peu de nous avec cette miniature? On parle de maladie génétique ou tu t'es reconverti dans le dessin animé? Non, je ne me suis pas reconverti dans la critique de films d'animation. Et je te propose d'aborder différentes variations génétiques que l'on peut retrouver via le prisme de quelques maladies génétiques. Mais il y a vraiment un intérêt à différencier les variations génétiques. Et pourquoi tu dis pas mutation d'ailleurs? Pour le généticien, oui, il y a un intérêt à distinguer les différentes variations génétiques, car toutes les maladies ne présentent pas le même type de variation. Et pour comprendre pourquoi, il faut s'intéresser à la fonction et aussi la situation de la protéine codée par le gène. Et concernant le mot mutation, il ne fait normalement plus partie du vocabulaire standard. On parle plutôt de variation de séquence. Et cette variation peut ou non être liée à une maladie, être pathogène. Mais il y a des milliers de maladies génétiques. Oui, et c'est pour ça que la génétique semble si complexe pour tant de personnes. Des milliers de gènes, des milliers de maladies, des milliers de cellules différentes et des milliers de choses que l'on ne connaît pas. Mais au milieu de tout ça, il y a moyen de s'en sortir. Et pour ça, il faut réussir à faire émerger des grilles de lecture qui peuvent s'adapter aux différentes maladies. Et c'est ce que je te propose dans ces épisodes, c'est de rentrer un peu dans ce monde-là de la génétique. Pour le premier exemple, on parlera de la maladie de Hurler. Pourquoi celle-là en particulier? Parce que ça nous a été demandé et puis parce que c'est une maladie métabolique dont on ne parle pas très souvent. Je te vois venir, qu'est-ce qu'une maladie métabolique? J'y viendrai. Tout d'abord, c'est une maladie rare qui correspond à environ une naissance pour 100 000, voire moins, qui est d'origine génétique et de transmission autosomique récessive. Pour savoir à quoi correspond le terme autosomique récessif, direction l'épisode en consultation numéro 2, il est en fiche et en lien dans la description de la vidéo. Les patients de cette maladie souffrent d'une atteinte multiviscérale, donc ça touche plusieurs organes. Les signes apparaissent progressivement et sont évolutifs, et dedans on peut citer plein de choses, dont des anomalies osseuses et articulaires, des particularités morphologiques du visage, des infections des voies respiratoires, des anomalies au niveau du cœur, un foie qui grossit, des cornées qui s'opacifient, un retard psychomoteur, en gros il y a un paquet de symptômes. Ah ouais, c'est vaste, et tous ces signes ont la même cause. Oui, et je ne t'ai pas tout cité, mais tous ces symptômes ont la même origine, liée à une surcharge. Alors, je m'explique. En gros, des composés nommés héparine sulfate et dermatane sulfate, qui sont des gags, on se souviendra de ce mot-là, s'accumulent dans l'organisme. Un gag? Un glycosaminoglycane, peu importe, mais c'est un type de grande molécule. Ces gags sont normalement découpés en petits morceaux par la cellule pour être recyclés. Mais dans la maladie d'Hurler, la cellule n'y arrive pas et du coup, elle stocke les gags. Sauf que normalement, on n'est pas censé stocker ces molécules. Leur accumulation devient toxique pour les cellules et cela entraîne des dommages. D'où une maladie qui est évolutive. Plus il y a de gags accumulés, plus il y a de symptômes. Mais c'est la conséquence de quoi? Cette accumulation est liée au dysfonctionnement quasi total d'une enzyme. Une enzyme? Mais c'est pas les protéines le problème dans les maladies génétiques? Si, mais les enzymes sont des protéines ayant une activité particulière. Leur but est de transformer un truc A en un truc B. On appelle ça métaboliser, d'où le terme maladie métabolique. Et c'est exactement ce qui ne se passe pas dans la maladie de Hurler. En cause, l'absence de fonctionnement de l'enzyme nommée alpha-L-hydroronidase. Wow. Cette protéine est dans la quasi-totalité des cellules. C'est pour ça qu'il y a des symptômes dans tous les organes. Et la dernière chose dont il faut avoir conscience, c'est que si cette protéine est présente même qu'à 10% dans une cellule, il n'y a pas de maladie. Ok. Comme c'est une protéine, du coup, il y a une séquence génétique qui lui correspond dans notre génome. Tout à fait, et c'est là que je vais te faire réfléchir. C'est une maladie autosomique récessive, et c'est globalement l'absence complète d'une protéine ou de sa fonction qui est en cause dans la maladie. Qu'est-ce que tu t'attends à retrouver dans le gène de cette enzyme, qui s'appelle d'ailleurs IDUA? Autosomique récessif, donc les deux copies du gène sont atteintes par des mutations, et puis je sais pas, le gène n'est pas là. Possible. En effet, l'absence des deux copies du gène entraîne une forme sévère de maladie de Hurler. Pas de gène, pas de protéines, pas de protéines, pas de recyclage, pas de recyclage, pas de recyclage. Et c'est ce que l'on appelle une délétion génique. C'est possible, mais c'est plutôt rare. Mais c'est toi qui poses des questions normalement. Ok, donc tu me demandes s'il y a quand même les copies du gène, qu'est-ce qui pourrait faire que la cellule n'a pas de protéines? Oui, en gros. Bah, j'en sais rien.
L'information génétique n'est pas lisible. Ouais, c'est presque ça. Concrètement, toutes les variations génétiques qui rendent le gène non lisible par la cellule, qu'on appelle des variations perte de fonction. Il y en a de 3 types. Le premier type de variation va changer un codon, un ensemble de 3 lettres qui correspond à un acide aminé, la brique élémentaire des protéines, en un codon stop. Le signal, on arrête tout. La cellule va se retrouver avec une protéine trop petite qu'elle va éliminer, voire même qu'elle ne va probablement pas fabriquer du tout. Ces variations faisant apparaître des codons stop, les généticiens les appellent des variations non-sens. Le deuxième type de variation va enlever ou rajouter des nucléotides, des lettres, mais un nombre pas divisible par 3. Ah ouais, j'ai un vague souvenir, c'est l'histoire du cadre de lecture dont tu avais parlé dans l'épisode dans ta cellule numéro 2, en fiche. C'est ça. Et le décalage du cadre de lecture, ça fait souvent apparaître des codons stop plus ou moins rapidement. Du coup, ça a souvent le même effet que les variations non-sens, une protéine trop petite, voire pas fabriquée. Le troisième type de variation, ce sont les variations d'épissage. Globalement, une variation qui laisse des introns ou enlève un ou plusieurs exons, dans les deux cas, c'est rarement bon. Parce que les introns, ce n'est pas prévu pour faire de la protéine, et si tu enlèves des exons, ça peut clairement empêcher le bon fonctionnement de la protéine, soit faire apparaître un codon stop, un peu comme un décalage de cadre de lecture. Je me souviens que tu nous avais dit que l'épissage, c'était important. Donc la maladie d'Hurler est liée à l'absence quasi complète de l'activité de l'enzyme alpha-L-hyaluronidase. Et donc dans l'information génétique, on va trouver préférentiellement des variations perte de fonction sur les 2 copies du gène IDUA, la plupart du temps. Comment ça? La plupart du temps. Parce que le vivant est bien plus complexe que ce que j'ai pu te présenter. Ce que je t'ai dit colle bien avec la réalité la plupart du temps. C'est un bon modèle pour cette maladie, mais comme tous les modèles, il n'est pas parfait. Parce qu'il existe d'autres types de variations qui peuvent entraîner un dysfonctionnement plus ou moins complet de la protéine en question, les mutations faux sens, les insertions délétions de 3 nucléotides, mais celle-là, je t'en parle avec le prisme d'une autre maladie. Ok, mais je t'attends tournant. Du coup, la maladie de Hurler est la forme la plus sévère de mucopolysaccharidose de type 1. C'est un type de maladie parce qu'en médecine, on aime bien classer les choses. C'est une maladie rare, d'origine génétique et de transmission autosomique récessive, on l'a déjà dit. C'est une maladie métabolique car le problème vient de l'absence de transformation d'un composé A en un composé B via une enzyme. Le composé A, ce sont les GAG qui ne sont pas découpés pour être recyclés et donc s'accumulent. C'est donc lié à l'absence quasi complète de la fonction de l'enzyme alpha-L-hyaluronidase, décidément c'est vraiment pas facile à dire, qui est une protéine. On trouve donc préférentiellement des variations perte de fonction sur les 2 copies du gène de cette enzyme. Ces variations sont aussi nommées variations pathogènes, sont des variations non-sens, des décalages du cadre de lecture et des variations d'épissage. On peut considérer ça comme des fautes d'orthographe trop graves dans le gène qui empêchent la cellule d'en comprendre le sens. En termes plus scientifiques, la cellule n'arrive pas à traduire le gène en protéines. Hop hop hop, c'est pas fini. C'est quoi le rapport avec Notre-Dame de Paris? C'est quelque chose dont je ne suis absolument pas fier, mais que veux-tu, je n'y suis pour rien. Les médecins du siècle dernier, lorsqu'ils décrivaient les symptômes d'une maladie, avaient tendance à trouver des images, des formes que l'on peut facilement se représenter. C'est d'autant plus vrai pour les maladies rares, que l'on peut très bien ne jamais voir de sa vie, mais dont il faut quand même être capable de faire le diagnostic lorsqu'on les croise. Je te dis que le patient avait des particularités au niveau du faciès. Plus un individu avance dans les âges, plus les traits de ce dernier s'épaississent. Or, les médecins n'ont rien trouvé de mieux que de parler de faciès de gargouille. L'image marche plutôt bien, certes, mais ça renvoie à un imaginaire plutôt péjoratif et donc l'impact d'une telle description sur le patient et sa famille n'est pas génial. Excuse-moi de l'euphémisme. Du coup, la maladie d'Hurler n'est pas la seule maladie avec des descriptions, disons, hasardeuses. Mais les mentalités changent et on préfère désormais en médecine utiliser des descriptions factuelles, utilisant un jargon médical neutre.